pour Bourg-Saint-Maurice. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne journée. Bonjour à tous, bienvenue dans les Alpes. Voici les titres de votre journal. Le procès sous haute surveillance de 12 personnes accusées d'avoir tué les jeunes Kevin et Sofiane s'ouvre cet après-midi à Grenoble. Les faits remontent à septembre 2012. Kevin et Sofiane avaient été tués lors d'une violente rixe à Échirolles en Isère. Une quarantaine de CRS sont mobilisés pour assurer la sécurité et l'ouverture de l'audience. On ignore pour le moment si ce procès se tiendra à huis clos. Nous retrouverons sur place Jean-Christophe Solari. Nous reviendrons aussi sur la très belle performance de Grenoble en rugby. Le FCG s'est offert hier le triple champion d'Europe en titre, Toulon. Score final 33-29 au Stade des Alpes. Il s'agissait de la 7e journée du top 14. Enfin, un mot de météo. Le soleil brille généreusement cet après-midi sur les Alpes. Température de 15 à 18 degrés. 12 prévenus, plusieurs ténors du barreau, une surveillance très renforcée. On l'a dit, c'est un procès hors norme qui s'ouvre cet après-midi à Grenoble. Le procès des meurtres de Kevin et Sofiane. Les deux jeunes avaient été tués en septembre 2012 à Échirolles. On retrouve tout de suite Jean-Christophe Solari. Bonjour Jean-Christophe. Vous êtes devant le palais de justice. C'est ici que tout doit débuter dans un peu plus de 2 heures. Effectivement, Pauline, et le dispositif de sécurité va augmenter de minute en minute. Juste ce matin, il était encore très léger, on peut dire quasiment normal, simplement la rue derrière moi qui était barrée. Et puis tout récemment, une compagnie de CRS est donc arrivée, 40 hommes qui sont là pour sécuriser l'arrivée des accusés, 12 accusés qui doivent, et donc ces CRS doivent former un véritable sas devant la souricière pour que tout se passe au mieux. Il faut dire que les policiers craignent des tensions entre les jeunes des quartiers d'Échirolles et de la Villeneuve avant juste ce procès, avant l'audience qui doit débuter à 14h30. Ce procès, il est hors norme, hein, vous l'avez dit, 12 accusés, ça ne s'est jamais vu ici à Grenoble. Il y a une tension médiatique aussi. Vous savez que le meurtre de Kevin et Sofiane en septembre 2012 avait ému, bouleversé la France entière. Et 70 journalistes sont ici accrédités pour ce procès qui doit durer 6 semaines. Grenoble qui n'avait pas connu un procès d'une telle ampleur depuis le procès de l'ordre du Temple solaire, c'était en 2006. Alors on l'a dit, 6 semaines de débat, il faudra bien ça et même sûrement plus pour tenter de comprendre le déroulé des faits et surtout tenter d'établir les responsabilités de chacun de ces 12 prévenus. Kevin et Sofiane avaient été sauvagement tués en septembre 2012. Le rappel des faits avec Jean-Christophe Pain. Ce 28 septembre 2012, en début d'après-midi, tout aurait commencé devant le lycée Marie Curie d'Échirolles par une bagarre entre Wilfried, le frère cadet de Kevin, et 2 jeunes venus de la Villeneuve de Grenoble. Vers 20h ce même jour, Kevin intervient à son tour. 1 heure plus tard, entre 15 et 20 garçons armés de couteaux, de manches de pioche, de battes de baseball s'attaquent à Kevin et à son ami Sofiane dans le parc Maurice Thorez, quartier des Granges à Échirolles. Kevin reçoit 8 coups de couteau, dont un mortel au poumon. Sofiane est poignardé une trentaine de fois. Il décède le lendemain à l'hôpital. 3 jours après, 13 personnes issues de la Villeneuve et du village olympique sont placées en garde à vue. La plupart sont déjà connus des services de police, certains sont mineurs. Le 4 octobre, 7 jours après le drame, 2 autres jeunes, recherchés par les enquêteurs, se présentent d'eux-mêmes au commissariat de Grenoble. Au final, après 3 ans d'enquête, ils seront 12 à comparaître devant la cour d'assises des mineurs de l'Isère, même s'ils sont tous majeurs désormais. Un procès pour homicide volontaire, mais sans préméditation, peine encourue jusqu'à 30 ans de prison. Alors on l'a entendu, les 12 prévenus sont aujourd'hui tous majeurs, mais ils seront donc jugés devant les assises des mineurs. Et la question qui se pose désormais, Jean-Christophe, est de savoir si ce procès se tiendra à huis clos ou pas. Effectivement, Pauline, c'est toute la question aujourd'hui. C'est la cour d'assises des mineurs, il faut bien le dire, qu'il décidera après la formation du jury. Huis clos ou pas, c'est le président et donc la cour qui le décidera. Il y a une forte probabilité pour que ce le soit effectivement, puisque les avocats des deux accusés qui étaient mineurs au moment des faits devraient le demander. Et c'est fortement dommage, et des avocats sont nombreux à le regretter. C'est fortement dommage parce qu'il y a une question centrale à laquelle doit répondre ce procès. Comment peut-on juger 12 personnes différentes, auteurs d'un même crime, toutes responsables d'homicide volontaire? Le droit français dit qu'en matière pénale, on est responsable individuellement des faits commis, pour notamment des questions de meurtre. Et là,
eh bien, il y a eu 2 couteaux, des coups de couteau sur Kevin et sur Sofiane, 8 coups de couteau sur Kevin et 31 sur Sofiane, des couteaux qui n'ont pas été retrouvés, donc il n'y a donc pas d'ADN. Et c'est toute la difficulté de ce procès. Qui a donné ces coups de couteau? C'est toute la question de ce procès, c'est la question qui nous intéresse. Pour autant, on l'a dit, tous ces accusés devraient être tous jugés. Est-ce que pour les mêmes faits, et ils risquent 30 ans de prison? Merci beaucoup Jean-Christophe. Alors le procès sera-t-il public? On le saura tout à l'heure. C'est ce que souhaite en tout cas l'avocat des familles des victimes, Francis Piner, que l'on écoute. Un procès, c'est fait évidemment pour juger et punir ceux qui sont coupables. Mais c'est aussi pour avoir une exemplarité, non pas dans le sens de la sanction exemplaire, mais une exemplarité dans le sens de montrer ce qui s'est passé, comme le contre-exemple de ce qu'il ne faut pas faire, et donc faire en sorte que chacun s'interroge à l'occasion d'un procès sur cette violence entre jeunes qui n'est pas acceptable. Ce double meurtre avait suscité une vague d'émotions très importante dans la région grenobloise et bien au-delà. Après ce drame, les hommages s'étaient multipliés, une mobilisation toujours présente 3 ans plus tard. Chaque année, le 2 octobre, l'agglomération grenobloise se mobilise désormais pour que de tels actes ne se reproduisent pas. Nicolas El Andalousi, Christelle Nicolas. Une stèle pour la mémoire de Sofiane et Kevin. L'hommage aux 2 jeunes hommes aurait pu s'arrêter là. Mais face à la violence du crime dont ils sont victimes en septembre 2012, proches et anonymes unissent leur voix lors d'une marche blanche. Ils sont 20 000 pour dire « plus jamais ça ». C'est une réponse qui calme le jeu. Mais en tout cas, c'est une mobilisation forte qui était très belle et très émouvante, avec tous ces gens, cette espèce de flot de personnes là, qui circulaient en applaudissant soit les parents, soit les victimes, soit leur propre démarche d'être présents ce jour-là. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était vraiment très fort. Fort, car dans ce drame, tout le monde se sent touché. Originaire d'Échirolles comme Sofiane et Kevin, le chanteur Calogero leur dédie une chanson qu'il reprend avec plusieurs jeunes lors d'un concert à Grenoble. Comment il peut se passer des choses pareilles dans notre pays, ce pays de liberté, ce pays où tout le monde peut vivre ensemble avec nos différences, nos origines. Comment on peut se lyncher? 3 ans après les faits, personne n'a oublié et la mobilisation n'a jamais été aussi forte. Une journée d'action contre la violence a lieu chaque année, le 2 octobre. Une date symbolique, car c'est aussi la journée mondiale de la non-violence. Des perles d'intelligence. Cette journée, elle va servir déjà à fédérer, à mobiliser et puis à interpeller, j'ai envie de dire, tout le monde. Pour dire que la violence, c'est l'affaire de tous. Le but en fait, de cette journée, c'est aussi de sensibiliser la jeunesse pour essayer, à travers cette journée et plus encore, instaurer en fait une culture de paix par l'éducation dès le plus jeune âge. Une culture de paix difficile à obtenir, mais que les différents collectifs créés après le drame comptent bien instaurer avec l'aide du plus grand nombre. Est-ce que j'ai la solution? Je ne pense pas l'avoir. Mais est-ce que tous ensemble on peut la trouver? Effectivement. Mais il faut, encore une fois, s'asseoir tous ensemble autour d'une table et essayer d'avancer. Et vous pourrez suivre ce procès aussi sur notre site internet France 3 Alpes, avec par exemple cet article consacré à la complexité de l'enquête qui aboutit à l'accusation de tous les protagonistes, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, avec cette difficulté de déterminer qui a porté les coups mortels. Plus de détails sur notre site alpes.france3.fr. On poursuit avec cette marche blanche en Isère, rassemblement en hommage à Guillaume Bianchini. Ce jeune Mélanais de 29 ans a été tué d'une balle dans le dos le 14 octobre dernier. Le cortège d'environ 250 personnes a défilé jusqu'au lieu du décès du jeune homme avant de faire une minute de silence et un lâcher de ballon. On poursuit avec ce nouveau rebondissement dans l'affaire Air Cocaïne. Les 2 pilotes français qui s'étaient déclarés disposés à être entendus par la justice française ont été interpellés chez eux ce matin par les gendarmes pour être présentés à une juge d'instruction marseillaise. Les détails avec Sophie Pellerin. Tout comme Pascal Fauré dans la banlieue lyonnaise, Bruno Odos a vu arriver très tôt ce matin à son domicile d'Autran en Isère les gendarmes munis d'un mandat d'amener d'une juge d'instruction marseillaise. Ils devraient arriver dans la cité phocéenne dans l'après-midi et sous escorte alors que les 2 hommes, dès leur retour de Saint-Domingue, avaient fait savoir qu'ils répondraient présents à toute convocation de la justice française. L'un de leurs avocats dénonce la volonté de faire ainsi du spectacle, mais exclut tout placement en détention provisoire des 2 hommes. Rien à voir entre cette convocation et le mandat
mandat d'arrêt international lancé contre Bruno Odos et Pascal Fauré par la République dominicaine. Après leur exfiltration rocambolesque la semaine dernière en bateau puis en avion, Paris avait fait savoir que l'hypothèse de leur renvoi à Saint-Domingue était exclue. La magistrate marseillaise instruit, elle, le volet français de l'enquête sur Air Cocaïne. Elle s'intéresse notamment aux 10 valises suspectes déchargées à Saint-Tropez par un Falcon 50 piloté par Bruno Odos et Pascal Fauré, quelques mois seulement avant leur interpellation à Saint-Domingue. Il est temps de retrouver notre chronique Alpes Express, l'actualité chez nos voisins suisses et italiens avec Fabrice Légard. Bonjour Fabrice. Bonjour Pauline. Et on commence avec une solution étonnante pour l'accueil des migrants en Suisse. Oui, alors vous le savez, Pauline, comme l'ensemble de l'Union européenne, eh bien, la Suisse doit elle aussi faire face à l'urgence migrante Méditerranée. Alors, chaque canton a recensé ses lieux potentiels d'accueil, à commencer par ceux de l'armée suisse, ces fameux abris souterrains anti-atomiques, dont 50 000 places sur les 150 000 disponibles ont été réquisitionnées pour les migrants. Sympathique la vie sous terre, mais tout de même, alors dans le canton d'Argovie, en Suisse alémanique, on a préféré le logement hors sol avec ces cabanons que vous voyez là. Ils sont le fruit de la coopération entre un géant suédois de l'immobilier et le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. 200 cabanes de ce type viennent d'être achetées par le canton. Seul inconvénient, elles ne peuvent pas être chauffées, d'où l'importance de les placer sous des halles dotées, elles, de chauffage évidemment. En Italie, dans le Piémont, on a évité le pire le week-end dernier. Oui, Pauline, car drame, il y a bien eu, mais pas carnage. Et cela, on le doit au sang-froid d'un pilote de ce drôle d'aéronef que vous allez voir, que vous voyez d'ailleurs actuellement, un convertiplane, un appareil hybride, mi-avion, mi-hélicoptère. Samedi matin, les aiguilleurs du ciel italiens ont bien cru qu'il allait s'écraser sur les maisons de San Germano Vercellese. L'appareil fabriqué par le constructeur d'hélicoptères italien Agusta était en vol de test au-dessus des rizières du Piémont lorsqu'il a commencé à descendre vertigineusement. Il a survolé plusieurs villes et centres habités avant d'aller s'écraser, vous le voyez, dans un champ. Seule victime, le pilote, qui d'après les experts a fait des miracles pour réussir à se poser dans une zone non habitée. Retour en Suisse à présent avec notre grand format du lundi, un grand format pourvu d'un large sourire, celui d'une ambassadrice au charme foot. Oui, j'ai bien dit foot et vous allez comprendre pourquoi grâce à ce reportage signé Ingrid Pernet et Christian Mathieu. Le ballon, les crampons, puis les joues, honey, everywhere, le miel, partout. Et ça colle, ils en veulent toujours plus. Elle les a fascinés avec son sourire, sa joie de vivre, mais surtout avec son histoire. Tout a commencé dans ces rues, sous les balles et les pierres, cachées des blindés, derrière les regards masculins. Coûte que coûte, elle a tapé dans le ballon. À cet âge, j'ai commencé à réaliser que le foot n'était pas seulement un jeu, c'était beaucoup plus qu'un jeu. C'est une histoire d'identité, un vecteur social, un esprit d'équipe, du plaisir, du respect, et de l'amitié. Honey, la footballeuse palestinienne, est devenue professeure de géopolitique et de sport, ambassadrice unique d'un sport si critiqué et d'une région si compliquée. Jusqu'à maintenant, la Palestine n'est pas reconnue sur la carte du monde alors que le monde du foot la reconnaît. In the beginning, the girls never learned how to play football in school. And when she came to the training, she inspired me and the coach. Maybe she had the skill from birth. So we started together, step by step. We were only 4 girls playing football. And those 4 girls we brought from different areas. When we heard that they would like to play football, they were also like me. They have the same story or even worse. De but en tacle, pas après pas, son équipe a été reconnue. Les filles rebelles ont marqué, elles y ont cru. C'est cet espoir immense, ce rêve devenu réalité qu'elle est venue partager aujourd'hui avec ses élèves suisses de l'école internationale. Nous, on joue au foot, et moi, je veux vraiment être comme elle quand elle est plus grande, quand moi je suis plus grande. Le modèle, femme, footballeuse, palestinienne, chrétienne, c'est comme ça qu'elle aime à se définir devant les assemblées.
Aujourd'hui, elle est embauchée à la FIFA comme ambassadrice, une vie beaucoup plus calme. Il n'y a pas de checkpoint. Parfois, il y a un petit défi quand le tram a 1 minute de retard et les Suisses deviennent fous. Mais bien sûr que mon pays me manque. La vie en Palestine n'a rien à voir avec cette vie suisse. L'ambassadrice est devenue capitaine d'une équipe unique aussi, celle de la paix, de l'espoir, de quoi nous réconcilier avec le foot féminin. Et pour finir, une image, celle de la fin de l'Expo universelle de Milan. Et si, Paolina, il était environ 19h samedi dernier lorsque, pour la dernière fois, vous le voyez, l'Albero della Vita, l'arbre de vie, le symbole de l'Expo de Milan, eh bien, s'est illuminé pour l'ultime fois. Après 184 jours d'exposition universelle, ce serait 21,5 millions de visiteurs qu'aurait accueilli la capitale lombarde. Un beau succès, donc. Le témoin a été passé à Astana pour l'Expo 2017. Astana, c'est au Kazakhstan. Et puis après, ce sera 2020, Dubaï. Ciao Milano, donc. Ciao Fabrizio, merci. On parle rugby à présent. Avec la très belle performance de Grenoble hier, le FCG s'est imposé face à Toulon 33-29 et remonte ainsi à la 6e place du classement. Un très beau match que nous détaille Jean-Christophe Pain. Ça commence très fort pour Grenoble avec 2 essais dans les 15 premières minutes sur un exploit de Faal et Eplon d'abord, grâce à Stefano ensuite. Mais c'est sans compter sur la puissance des Toulonnais plus adroits en touche, irrésistibles quand ils se lient en môle pénétrant, 17-12 à la pause. On est resté solidaire, tout n'a pas été parfait. On a eu des moments de doute et dans les temps forts, on a su se resserrer et faire le nécessaire. En fin de première période, le pied de Wisniewski rassure ses coéquipiers. Juste après ce superbe cadrage débordement du jeune ailier Mignot, étoile montante sans doute, modeste qui plus est. On sait qu'on peut mettre un cadrage débordement, mais le week-end d'après, on peut en prendre un aussi, donc faut toujours rester humble. En effet, après la pause, Toulon remonte au score, mais Grenoble change de stratégie pour moins s'exposer, drivé par son capitaine Fabrice Estebanez. On a un jeu offensif qui demande beaucoup d'énergie. Il faut savoir de temps en temps se canaliser et passer sur des choses plus basiques, tout simplement pour jouer à notre rythme. Et puis quand tout le monde peut récupérer, remettre le gaz. Et même l'ultime essai toulonnais à la dernière minute ne pourra pas renverser le match. 33-29, Grenoble remonte à la 6e place du top 14. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle l'une des principales informations. Le procès sous haute surveillance de 12 personnes accusées d'avoir tué les jeunes Kevin et Sofiane s'ouvre cet après-midi à Grenoble. Les faits remontent à septembre 2012. Kevin et Sofiane avaient été tués lors d'une violente rixe à Échirolles en Isère. Une quarantaine de CRS sont mobilisés pour assurer la sécurité et l'ouverture de l'audience. On ignore pour le moment si ce procès se tiendra à huis clos. Et c'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur le site alpes.france3.fr. Tout de suite, la météo puis l'édition nationale. Ce soir, à 19h, vous retrouverez Daniel Despins pour un nouveau point sur l'actualité dans les Alpes. Je serai là demain à midi. Passez une très belle après-midi.